C'est parti? Oui, vous avez des... Tout le monde est assis ou pas? Ouais. Il y a un siège là sur On m'entend ou pas? Ouais. Bonsoir. Tu me Alors, je te vois au premier rang, quoi. Salut. bon, parfait. Si personne rentre en plus, c'est bon. Bonsoir. Donc, on est très heureux d'accueillir à la boutique Laurie Lassalle pour son film Boum Boum, qui va avoir une présentation avec Mélanie Gourarier, anthropologue du genre. Et voilà, on a l'habitude ici de recevoir des réalisateurs et réalisatrices de films qu'on aime, et donc on est très content de vous avoir ce soir. Magistral. Merci. Ça marche pour mon côté. Donc, merci beaucoup France pour cette présentation rapide et quasi exhaustive. Merci aussi pour ton invitation plus largement à discuter le film de Laurie. En fait, ça c'est un secret pour quasiment personne ici. Donc nous sommes très liés avec Laurie, nous sommes même carrément complètement amis. Et moi j'ai eu la chance de voir vraiment le film au travail, enfin au travail, parce que Laurie est venue habiter à la maison pendant le premier confinement, et à ce moment-là elle faisait un premier montage, une première version du montage de son film. Donc j'ai eu la chance d'assister vraiment au processus en fait de construction de ton film. Et on a beaucoup discuté toutes les deux, on a eu plein d'occasions de parler de cinéma, de regarder beaucoup de films pendant le confinement, etc. Mais on n'a jamais vraiment fait un truc toutes les deux. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on veut discuter et on n'a jamais eu l'occasion finalement d'organiser une séance toutes les deux ou de faire une rencontre toutes les deux. On a fait déjà des trucs de groupe, donc tu vas parler dans 2 minutes. Mais voilà, c'est vraiment une première opportunité de discuter hors d'un salon ou d'un bar pour toutes les deux. Et voilà, et je suis un peu voilà, je voudrais dire un petit mot quand même sur je vais interroger Laurie, faire parler Laurie de son film, mais il faut savoir que moi je suis très extérieure au milieu du cinéma. À part pour des raisons amicales où j'ai des super chouettes copines qui font du cinéma et je découvre des films super, et grâce à elles je suis devenue, pas si force, enfin j'arrive même pas à utiliser le mot cinéphile, mais amatrice de films, je dirais. Et j'ai perdu le fil, hein, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et même en tant qu'anthropologue du genre, je travaille pas du tout l'image, je travaille le texte. Donc c'est surtout, je pense, avant tout en tant qu'amie, qu'on m'a demandé d'animer la rencontre, mais peut-être aussi un peu, et là alors j'aurais peut-être quelque chose à dire, en tout cas à discuter avec Laurie, en tant qu'anthropologue du genre, spécialiste du genre, de la sexualité et des masculinités. Et voilà, il s'agit d'un film de femme, une femme qui filme des hommes, et en particulier un, mais on va revenir là-dessus. Et Laurie, peut-être dire un mot aussi, je me suis dit avant de commencer, puisqu'il s'agit de cinéma et d'amitié entre femmes, là, on a déjà eu une expérience en fait toutes les deux il y a quelques années, puisqu'on a participé à un collectif qui s'appelait La Serrure, film de meufs, qui était un collectif de programmation de films de femmes au sein de la Clé Occupée, en réaction en fait au départ au fait qu'il y avait très peu de films de femmes projetés dans cet espace, alors que c'était un espace qui prônait une forme de marginalité cinématographique, et c'est comme ça qu'on s'est constitué. Mais peut-être tu peux en dire un mot avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle plus frontalement de ton film. Il y a encore des sièges ou pas? Voilà. Ah, tu veux te mettre là? Non? Merci Mélanie déjà d'avoir... Oui, il y a des mains et il y a un banc là. Il y a un banc là. Mais vous pouvez vous asseoir et repartir si vous voulez. Je prendrai pas. Merci Mélanie d'être venue et d'avoir honoré et notre amitié et nos nombreuses discussions sur le cinéma, etc. Je ne sais pas si on m'entend bien. Quand ça va, Il faut coller le micro. Ah oui, c'est mieux comme ça. En fait, la Serrure film de meuf, c'est partie du cinéma La Clé, qui est donc le dernier cinéma associatif de Paris, qui était menacé, dont les occupants ont été menacés évidemment d'expulsion, et Callisto McNulty, ici présente, était notre première invitée du cinéma La Clé, donc c'est bien la boucle bouclée.
au sein de la serrure Film de Meuf, donc notre collectif où on n'était que des femmes à projeter des films de femmes. En gros, c'était assez simple comme proposition. On a fait ça pendant 6 mois et on s'est bien amusé. On a projeté, enfin en fait on a appris à faire tout, c'est-à-dire négocier les droits gratuitement en général et projeter les films dans la salle de projection, etc. Accueillir les gens, tout ça. Voilà. Et du coup, je crois que la première question, c'est toi qui l'as. Tu peux te la poser toi-même. Mais en gros, oui, l'idée c'était là, pour cette discussion, c'était de revenir. On est dans un cadre particulier, on est chez Potemkin. Donc, bien sûr, on va en parler peut-être pour éviter des frustrations. Laurie a beaucoup parlé de son film des Gilets jaunes, etc. Moi, je voulais qu'on axe la conversation plutôt sur ton rapport au cinéma. Et du coup, avec France, on t'a demandé une liste de tes films qui t'ont influencé. Et on va revenir dessus. Et le premier film qui t'a marqué, je voulais que tu nous racontes un peu ça, c'est Mouchette de Bresson. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si tu pouvais nous expliquer de quoi il est question et nous dire pourquoi est-ce que vraiment c'est ton entrée dans le cinéma est marquée par ce film. On est super mal assis sur ces tabourets, je suis désolée, je vais bouger. Donc c'est mon premier souvenir de cinéma. En fait, moi je suis pas du tout cinéphile, enfin j'ai pas de culture de cinéma au départ, c'est-à-dire que mes parents m'ont pas du tout donné ça et mon entourage non plus. Donc c'est un film que j'ai découvert à la fac à 18 ans, qu'un copain un copain colombien m'avait indiqué. Et je l'ai vu et je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est le premier film de ma vie en fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai été bouleversée pendant 3 jours, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, ce jour-là, je l'ai vu en plus à la médiathèque de Paris 3, de Sancier, l'université Paris 3, je sais pas si vous voyez. Bon, elle s'est rénovée là depuis, enfin pas toute seule, à l'aide de personne. Mais en tout cas, à l'époque, c'était la médiathèque, là, la bibliothèque médiathèque, elle était vraiment dans un état particulier. Et notamment, il y avait une oreille qui fonctionnait. Quand on voyait un film en couleur, c'était en noir et blanc, enfin voilà. Et là, Mouchette de Bresson, donc c'était sur une toute petite télé et j'avais l'impression de rentrer dans le monde, quoi. Enfin, juste depuis ma petite chaise en plastique, de tout soudain, voilà, ça m'a ouvert une fenêtre sur toutes ces sensations que le cinéma ensuite m'a fait découvrir. Et donc j'ai décidé ce jour-là que j'allais faire du cinéma, enfin que ça allait être ma vie. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après ça, j'ai plongé un peu dans la cinéphilie et puis j'ai découvert, voilà, je ne vais pas citer tous les auteurs, mais tous les auteurs classiques qu'on peut découvrir ensuite, de Pasolini à Tarkovsky, à Godard, Bergman et compagnie, et que des hommes. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert des cinéastes femmes, enfin de plus en plus, ça a commencé par Claire Denis, mais aussi parce qu'elle s'est fait une place. Je pense que Claire Denis, c'est une femme qui a dû se battre beaucoup dans le monde du cinéma pour se faire une place, un peu au même titre que celle des hommes. Et donc voilà, mais ça a mis plus de temps. J'ai beaucoup dérivé déjà. Non. Peut-être tu peux dire qu'on va parler que de films. C'est comme ça ceux qui s'intéressent. Alors on va parler que de films et surtout on va essayer de comprendre en fait ce qui t'a influencé, particulièrement dans Boum Boum, mais aussi dans ton œuvre plus largement. Et une influence qui est marquante, il me semble, c'est... J'ai pas dit Mouchette, ce qui m'a... Tu veux reparler de Mouchette ? Ouais. Allez. Non, en fait, je suis désolée, mais en fait, c'est pas juste affectif, le cinéma, c'est aussi... Là, ce que je me suis dit en constituant ce top 10 de DVD Potemkin, enfin de films qui m'ont marqué dans ma vie, c'est qu'ils avaient tous un lien avec le corps. Et en fait, Mouchette de Bresson, c'est c'est l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait violer et puis à la fin se suicide. Désolée, je spoil le film. Moi, ça m'a complètement bouleversée. Je pense que ça a dû toucher d'autres jeunes femmes que moi à l'époque. Et ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, c'est un corps victime. Et en fait, à ce moment-là, et dans ma cinéphilie très active là, de ces années-là,
j'ai découvert beaucoup de corps de femmes victimes ou potiches. Bon, ça c'est le pire. Mais en tout cas, voilà, au mieux, c'était des victimes, quoi. C'était des femmes qui devaient soit mourir à la fin, soit se sacrifier, soit etc. Donc voilà, le premier rapport au corps au cinéma que j'ai pu voir et découvrir, c'est celui-là. Et pourtant, il y a très longtemps, il y a eu des films de femmes qui filmaient autre chose, et c'est ce que tu as découvert. Alors, il ne s'agit pas de parler d'une généalogie. On n'est pas en train de respecter une généalogie classique des dates. Je ne sais pas quand est-ce que tu as découvert Maya Deren, puisqu'il va en être question. Mais voilà, Maya Deren, en tout cas, c'est une référence importante pour toi. Et Maya Deren, ses films, alors il ne s'agit pas du tout on en a... Oui, mais c'est parce que... Non. Ah, il faut que c'est moi qui en parle. Okay. Tu veux en parler maintenant? Ouais, je vais parler de Bon, alors ok, désolée, c'est pas très bien organisé. En gros, après le corps victime, j'ai effectivement, mais beaucoup plus tard, c'est il y a, je sais pas, 2-3 ans que j'ai découvert Kelly Reichardt, notamment avec First Cow, et, désolée pour mon accent, et River of Grace, qui en fait raconte l'histoire d'une jeune femme qui cherche un voyou super badass, et en fait il est trop nul, ce gangster, et il n'est pas au niveau, quoi. Et du coup elle va finir par... Je suis désolée, je vais spoiler tous les films par contre, je vous préviens. En fait, en gros, pour moi elle inverse totalement la mécanique, parce que des normes supposées, parce que donc c'est voilà, une histoire de cette femme qui cherche un voyou. Pour elle, il n'est pas assez voyou, donc elle va finir par le buter et par devenir elle-même voyou. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est génial, elle a tout compris. Et surtout, pendant les 3/4 du film, on s'ennuie avec elle, avec ce voyou qui est nul, quoi, qui ne sait pas tirer sur quelqu'un, qui est complètement à côté de la plaque, qui est dépressif en plus dans mon souvenir. Enfin bon. Et du coup, la fin du film est totalement géniale. Voilà, moi je vous recommande ce film, même si j'ai tout raconté. Enfin, j'ai raconté le gros de l'histoire. Ça fait beaucoup de bien, et moi ça m'a complètement réveillée. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il s'agit d'un corps rebelle et plus d'un corps victime. Et là, voilà, ce renversement m'a fait du bien. Oui, et voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand une femme filme? Alors le sujet change, mais est-ce que aussi finalement la manière de filmer change? Et moi j'ai découvert assez tardivement aussi dans ma vie le cinéma de Maya Deren. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Maya Deren, c'est une cinéaste... quand vous voyez un film de Maya Deren, vous vous dites en fait Lynch, il n'est pas si génial que ça. et vous vous dites en fait il y a tout chez Maya Deren déjà, quoi. Et voilà, moi ça a été un gros choc, parce que pour le coup, j'ai l'impression que Maya Deren, elle a inventé un cinéma ultra onirique, où la frontière entre la réalité et le rêve est jamais déterminée, jamais figée. Et il y a un truc que je trouve très important chez Maya Deren, que je sais être important chez toi aussi, et je voudrais en profiter pour peut-être que tu nous parles de ça maintenant, c'est le rapport à la musique. Donc Maya Deren, c'est un cinéma expérimental qui travaille aussi la musique de façon expérimentale, le son plus largement. Et dans ton cinéma, Laurie, tu réfléchis, pour en discuter beaucoup avec toi, tu réfléchis aussi au son très en amont, je dirais quasiment au moment de... J'ai l'impression que tu as même du son dans ta tête en même temps que tu as l'idée du film ou les images, et je voulais que tu nous racontes un peu ton rapport au son. Oui, ben, je pense que d'ailleurs, dans Maya Deren, c'est un cinéma très onirique. Je ne sais pas si vous avez vu, si certains d'entre vous ont vu ces films. Il faut absolument les voir. Et je pense même que c'est le rapport au son qui crée ce côté irréel, et pas que, mais en tout cas, le son, il permet de rentrer dans une dimension subjective, évidemment. De l'ordre de la sensation, de l'intime, et en fait de rentrer à l'intérieur des corps même. Et pour moi, il y avait cette idée que quand on est à l'intérieur d'une manifestation, on rentre à l'intérieur de la multiplicité des corps, enfin on rentre à l'intérieur de ce grand corps collectif, et on est comme à l'intérieur d'un grand cœur qui bat, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très organique, et en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse toujours dans le fait de filmer une foule.
Ouais, je peux te poser une question plus précise justement sur la façon dont tu as filmé les manifestations et quel type, enfin comment est-ce que tu as travaillé le son parce que pour le coup, pour avoir vu plusieurs fois ton film, c'est vrai qu'on s'en rend, enfin moi qui suis plus attentive à l'image a priori, j'ai pas fait super attention tout de suite, mais il y a un vrai travail sur le son, tu as réfléchi à la façon de comment rendre aussi ce qui se passe à l'intérieur d'une manifestation, comment rendre aussi par le son. Pardon. Du coup, pour moi, c'est en gros ce qu'on a cherché avec le monteur son Ange Hubert, c'est des façons de rendre organique le fait d'être dans une foule et le fait aussi d'être amoureuse à l'intérieur d'une foule, enfin, et de faire résonner tout ça. Et de toute manière, et même sans cette histoire d'amour, je pense qu'il y a dans la présence dans une manifestation quelque chose de l'ordre du corps évidemment qui est très fort et d'organique, etc. Et donc on a ralenti, en fait au début moi je suis arrivée avec des sons de baleines et des sons aquatiques, j'ai beaucoup de sons de baleines en fait, je sais pas pourquoi mais c'est un peu un classique les sons de baleines dans le cinéma français en général, j'ai l'impression, et il faut plus le faire, mais voilà, moi j'ai une fascination pour ça, et j'arrive avec tous mes sons aquatiques, et là Ange me dit on va trouver autre chose. Et il avait un petit joujou qui venait de découvrir, une espèce de plugin, enfin bref, un espèce de logiciel où en gros ça ralentit le son mais à différentes fréquences. Donc ça fait des vagues plus ou moins rapides et qui déforment le son de manière, voilà, en forme de vague et aléatoire. Et du coup, on a pris des sons de manif, évidemment, et on a commencé à s'amuser. Et là, bon, on a passé beaucoup de temps à faire ça. On perd beaucoup de temps parfois pour en gagner, mais du coup, voilà, on a commencé à s'amuser, à déformer ces sons, et soudain à se rendre compte qu'un sifflement, une explosion de grenade, un cri dans la foule pouvait ressembler à quelque chose de l'ordre du rêve, et surtout d'un seul coup, on rentrait à l'intérieur du corps. Des manifestants, enfin du coup le mien en l'occurrence, voilà. Ouais, du corps dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire de la foule, du corps de chacun, et Boum Boum, je trouve que le titre est super bien choisi, enfin moi j'ai tout, il y a eu toute une discussion sur, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais non, toute une je parle pas du titre. Non, c'est juste parce qu'il faut que je finisse, parce que sinon je vais oublier, mais on parle du titre après. En fait, c'est je crois aussi comment dire, le fait de faire ressentir à la fois la solitude et le... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je sais pas, je peux tenter une interprétation. Non, non, mais sur le son, c'était aussi ouais, ok, pardon, ça y est, je vais juste finir là-dessus. En gros, c'est que le film était tellement brutal, ces manifestations étaient extrêmement brutales. Si vous les avez vécues, vous avez pu voilà, ressentir la teneur. C'était très physique et très chaotique. En général, les manifestations en France, c'est physique et chaotique. Et le son du film était à peu près à l'image des manifs de Gilets jaunes. Donc c'était très physique et chaotique, et bruyant et brutal. Et donc on avait la nécessité avec Ange de créer des temps de silence et des temps d'immersion pour faire surgir la voix off. En fait, toute la question c'était évidemment comment on sort de cette brutalité, de cette parole très frontale des personnages pour rentrer dans quelque chose d'organique, de physique et de surtout subjectif et d'intime. Voilà. Et du coup, le son, enfin, il n'y a que le son qui peut permettre ça. Et par rapport au titre, donc ce que j'allais dire, c'est que le titre c'est aussi un titre sonore en fait, Boum Boum. Ça a été toute une discussion. Alors là, enfin toi tu t'es battu pour que ce titre-là soit conservé. Donc c'est possible de conserver son titre d'origine. Et je trouve qu'il est super bien choisi parce que déjà je trouve que, enfin, c'est un titre qui a plusieurs sens, qui traduit donc les boum boum du cœur, les boum boum d'une explosion, mais aussi je trouve ça intéressant parce que c'est un titre qui peut être, ouais, il y a une interférence un petit peu en parlant de son. C'est peut-être l'autre micro. Ah, on peut parler à deux. Ah oui, on peut parler. Et c'est un titre, je trouve, qui interroge sur le genre même du film, c'est-à-dire de quel genre il est question en fait. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses dans ton film là-dessus, c'est-à-dire que toi, tu as vraiment joué sur les catégories,
Et il y a un autre film de ta liste que tu as indiqué et qui t'a inspiré, c'est Atlantique de Mati Diop, qui est un film lui aussi qui joue énormément sur les catégories. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta filiation avec ce film, qui vient, je pense, un peu après tes débuts avec Boum Boum? En fait, je pense que ce qui m'intéresse dans le cinéma aujourd'hui, c'est l'hybridation, l'hybridité, je ne sais pas comment dire. En tout cas, je pense que à chaque fois que je racontais l'histoire de Boum Boum, les gens ils me demandent mais c'est une fiction ou c'est un documentaire, c'est un film ou bon. Et en fait, moi je crois beaucoup à l'abolition des frontières entre le documentaire et la fiction, au sens où tout simplement il y a absolument toujours une part documentaire dans la fiction et toujours une part fictionnelle dans le documentaire, puisque le documentaire c'est une composition, c'est le choix de montage, etc. et une narration qu'on construit avec des post-it de la même manière que on construit un scénario de fiction, voilà. Pour comment dire, pour ouais, non, pas pour transcender, pour transférer en gros, enfin pour transposer le vécu, le réel, sous une forme voilà, compréhensible ou préhensible, enfin voilà, sensible. Et donc pour moi il y avait cette chose très importante de l'hybridation, et je pense que dans Atlantique il y a ce passage-là aussi du réel au rêve, de quelque chose de l'ordre du documentaire à la fiction, du fantôme voilà, à l'humain. Enfin, on est dans une zone comme ça d'indécision que je trouve intéressante, enfin, voire passionnante, et qui est un peu tirée des surréalistes, qui est évidemment, il y a Maya Deren. Enfin, pour moi, Maya Deren, c'est un peu la reine d'un cinéma onirique voilà, qui a inspiré énormément de cinéastes ensuite. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que si on se réfère à d'autres lieux où des âmes, des femmes, des femmes ont investi ont été marginalisées dans des formes d'art, souvent elles rentrent dans des lieux dans les arts plastiques, etc., avec des formes qu'on considère comme secondaires, quoi. Par exemple la tapisserie, je ne sais plus pour quelle école, etc. Donc souvent elles s'approprient, comme elles passent par la seconde voie en fait, et pas par la voie royale académique. Elles vont travailler j'arrive pas à trouver le mot, un truc artisanal, enfin quelque chose de moins bien considéré, qui est déjà marginal, mais du coup qui va leur permettre une plus grande liberté et une plus grande expérimentation. Et en t'écoutant, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se joue, où en fait dans ce que tu as fait avec Boum Boum, où il y a un jeu avec le genre le genre fictionnel, le genre documentaire, mais aussi avec, je dirais, des genres peut-être plus avec des références de la culture dite plus légitime et des références à la culture populaire, où tu te permets en fait une flexibilité dans tes références qui est beaucoup plus libre et qui fait un objet beaucoup plus singulier peut-être que quand on a une formation plus classique ou quand on a accès déjà quand on est plus installé peut-être, voilà. Oui, d'ailleurs, moi ça me rappelle ça me fait penser que le montage, par exemple, parce que tu parles de tapisserie, etc. Le montage, c'est un métier qui a été beaucoup pratiqué par les femmes, qui l'est toujours, traditionnellement, parce que c'était couper, scotcher, donc un travail manuel, quoi, soi-disant. Sauf que, évidemment, pour moi, c'est d'ailleurs Godard il le dit, petite dédicace, c'est le moment de l'écriture du film, en fait. Enfin, c'est l'endroit magique où l'alchimie se fait ou se fait pas, et où on trouve la forme et les ressorts du film. Et je pense, et ce film est un film de montage, je pense que mes précédents aussi d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de temps en montage, j'adore la salle de montage. C'est marrant parce que j'ai vu un film hier qui n'est pas encore sorti, parce que c'est le film d'une amie. Il y a quelqu'un qui dit, elle lui rapporte une histoire sur le montage, donc c'est quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que tu fuis dans ta salle de montage toute noire?
Et la femme lui répond tu veux dire qu'est-ce que je cherche? Et voilà, enfin, j'aime beaucoup cette chose-là qui est que, effectivement, on a l'impression que la salle de montage, c'est une salle toute noire avec des gens qui trifouillent des images, et en fait, c'est le lieu où, c'est comme en photographie, c'est le lieu de révélateur, quoi. Enfin, c'est le moment de la révélation, en fait, du film. Et le film, au moment du montage, moi, je trouve que c'est là qu'il y a une opération magique et qui est que souvent il se révèle à lui-même, et la matière, je dis pas la matière guide forcément, mais en tout cas elle est incompressible, et elle est il y a quelque chose qui est que, enfin, qui est dans le montage pour moi comment dire, ouais, qui est de l'ordre de quelque chose de magique, avec où la matière décide du film, en fait, enfin, décide de la forme et de la durée même du film. Et je trouve que pour Boom Boom, c'est vraiment particulièrement vrai. Pour t'avoir suivi dans les différents moments de ton processus de création, puisque j'ai aussi été ta binôme de façon très ponctuelle, je crois 2-3 fois, je ne sais plus exactement. Donc je t'ai suivi en manif et je t'ai vu faire des images, et j'avais pas réalisé une seule seconde que tu allais faire Boom Boom en fait. Et tu m'avais dit quand même que tu préparais un film, et moi j'avais pas du tout compris ni le sujet ni quoi que ce soit. Et ensuite je t'ai vu donc à la maison faire ton montage, et ce que tu décris comme étant quelque chose de magique, je trouve que c'est peut-être un peu trop modeste de le présenter comme ça, parce que je crois qu'en fait tu savais que, enfin, il y avait quelque chose que tu savais, mais comme c'est d'une expérience sensible, qui est une forme d'intelligence peut-être qui relève moins d'une décision que quelque chose d'extrêmement écrit à l'avance, mais qui reste quand même une intelligence et une compréhension des choses, mais qui, à un moment donné de la pensée, qui reste extrêmement sensible, et que moi je peux comprendre, puisque en tant qu'anthropologue, nos sensations sont déterminantes pour l'analyse qu'on va faire, mais c'est une étape, en fait, une étape du processus scientifique, si vous voulez. Et toi, tu es passé par là, et tu savais qu'il y avait de la sensualité, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait de politique dans le rapport au corps, et pour l'avoir vécu avec toi, j'en étais saisie moi-même. Je ne sais plus exactement, mais je t'ai dit, mais c'est fou, j'ai l'impression que tout est sexualité, quoi. C'est-à-dire que c'était la guerre, c'était des scènes de guerre, et moi j'avais l'impression d'être au cœur d'une sexualité torride, quoi. Donc, et je l'ai ressenti profondément dans ma chair, hein. Donc c'est cette sensation-là, si vous voulez, il ne s'agit pas de minimiser la dimension politique, il s'agit de sentir que le politique peut émerger, ou du politique émerge un sentiment qui relèverait du désir. Et voilà, peut-être que le désir est aussi, enfin peut-être, d'après moi, le désir est aussi politique. Et j'en viens donc à peut-être un autre aspect de ton travail. On va un peu vite parce qu'on a peu de temps, puis on voudrait ouvrir la discussion. Mais tu nous l'as évoqué plusieurs fois, il y a une part importante de ton travail qui est liée à la question des corps, et ça depuis le début, depuis ton premier film, je crois. Alors je ne sais pas si c'est le premier, Laurie, mais les fleuves, c'est ton premier. Donc depuis les fleuves. Les fleuves ont laissé descendre au Joboulet. Voilà, merci pour le titre complet. Et tu nous as indiqué dans ta liste aussi voilà, des réalisateurs qui travaillent vraiment le corps, comme Cronenberg. Et voilà, je pense que... Est-ce que tu peux nous décrire, parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il y a des scènes en fait qui sont assez saisissantes de corps, avec quelque chose qui relève presque d'une monstruosité, en fait, d'une forme de quelque chose qui est quasiment dégoûtant des chairs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors je me souviens très bien de ce moment où on était en manif avec Mélanie, et on sort de la manif et Mélanie me dit c'est fou, j'ai vu des regards de désir partout, en pleine émeute, quoi, quelque chose de l'ordre du désir dans les regards. Après, en fait, moi ce qui m'intéresse effectivement, c'est la façon dont plusieurs sentiments et plusieurs sensations peuvent se mêler à l'intérieur d'un seul corps. Voilà. Et qu'il n'y a pas... Je ne suis pas très fan de la binarité des choses, où en fait je trouve toujours plus intéressant, y compris quand c'est contradictoire et quand c'est dérangeant, etc., d'aller explorer la multiplicité des sensations. Et pour moi, colère, désir se mêlent souvent très fortement. Et notamment, oui, les films de Cronenberg, évidemment la notion du corps, la notion
de gore presque, voilà, et la monstruosité. Moi je dirais qu'est-ce que je voulais dire sur Cronenberg? Oui, ce qui m'intéresse en fait, c'est que dans le cinéma de Cronenberg, tout est organique, voire orgasmique. Enfin, il y a quelque chose de à la fois extrêmement brutal, très politique et sexuel. Et ça donne quand même un mélange assez explosif, voire parfois très mauvais goût, et aussi dérangeant. Enfin voilà, moi le cinéma qui ne bouscule pas et qui ne dérange pas m'intéresse pas forcément. Donc, mais tu parles de mauvais goût, moi ça me fait penser à la question vraiment du mauvais genre, tu parles d'hybridité, il y a la question chez Cronenberg de la métamorphose, etc. Mais il y a quelque chose dans ton travail qui relève vraiment d'une volonté de bousculer un peu, je trouve, justement ce qui relèverait du mauvais goût et de le rendre légitime. Et c'est ça qui est peut-être profondément politique et pas forcément tout de suite visible ou tout de suite la thématique première qu'on voit dans ton film. C'est-à-dire que toi, tu travailles à rendre légitimes des choses qui sont délégitimées. C'est visible dans plusieurs moments, et notamment dans tes choix de musique. Mais il y a quelque chose, il me semble, dans ce rapport-là, au mauvais genre et à ce qui est considéré comme dégoûtant, à ce qui peut être déprécié. Je réfléchis un peu. Bah oui, t'as tout dit. Non, en fait, ce que je peux rapporter au film, par exemple, c'est effectivement la manière dont j'ai filmé les blessures. Au tout début, les premières scènes de blessures, je pense que j'avais un regard assez pudique et je me sentais voyeuriste, etc. Enfin, toujours un peu trop voyeuriste, parce que il y a quelque chose, enfin, dans les médias, il y a ce voyeurisme, et en fait, on n'a pas envie de ressembler aux médias, donc voilà, en tant que cinéaste, on essaie toujours de faire un pas de côté. Sauf que là, dans le mouvement des Gilets jaunes, la violence était telle, les blessures étaient tellement incroyables au sens strict, c'est-à-dire impossible à croire sans les voir, qu'il fallait que je filme. Et qu'en fait, j'avais besoin de filmer pour réaliser à moi-même ce qui se passait devant mes yeux. Et donc, je pense que cette manière de filmer peu à peu les brutalités, les violences policières et surtout les conséquences, parce qu'en fait je filme jamais, je fais pas de cop-watching, donc je filme jamais l'acte de violence policière en soi, je filme les conséquences, c'est-à-dire les blessures, les corps. En fait je reste dans les corps du côté des manifestants. Et en fait, voilà, il y a eu progressivement deuxième scène, donc première scène, je filme surtout la solidarité entre les gens, comment ça se met en place de manière complètement auto-organisée, etc. La deuxième scène, il y a ce geste de soignant, de street medic, enfin de médic qui fait le soin à ce jeune qui se prend un palais. Et la troisième scène, elle est complètement frontale, et là, ça y est, je suis prête à filmer, en fait, la sidération, quoi, c'est-à-dire... un coup de flashball en pleine tête, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une blessure qui a l'air irréparable. Et du coup, je filme, le fil rouge du film, c'est la jambe de Pierrot, enfin la blessure de Pierrot qui ne se referme pas, qui ne se referme jamais, comme une espèce de truc un peu presque de l'ordre du fantastique, c'est-à-dire que les chairs ne prennent plus, quoi. Il y a un truc qui... Voilà. Et peut-être dire un mot sur toi-même, ton propre corps dans les manifestations, et comment tu filmes et comment tu apparais de plus en plus vulnérable. Alors, le désir a été le désir et le sentiment amoureux a été un moteur aussi de ton engagement, en fait, puisque tu t'exposes réellement à des choses assez dangereuses. Et pour l'avoir vécu, moi tu continues à t'exposer avec moi, et moi j'ai eu des moments où j'étais inquiète pour toi, quoi. Et je trouve qu'il y a une façon... tu avais très peur d'une critique qu'on te... Enfin, tu me dis si je te révèle des trucs vraiment... on ne peut pas révéler, mais tu me dis si on est entre nous, quoi. Mais non, parce que ça me paraît important. C'est que ouais, bon. Non, je pense pas toujours... Mais tu avais très peur qu'on trouve que tu étais trop narcissique, ou que tu deviennes trop le sujet de ton film. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je trouve que déjà, d'une part,
les critiques ont pu être faites, qui sont marginales par rapport aux énormes compliments qu'on t'a adressés. Donc les critiques qui ont pu être faites sur voilà, c'est elle est trop centrale, etc. Pensons 10 secondes à la façon dont tous les hommes dans l'histoire du cinéma se sont mis dans une posture de héros et on leur a dit qu'ils étaient courageux. Courageux, c'est un terme que j'ai très peu entendu au sujet de Laurie, et ça, je pense qu'il y a un biais de genre énorme là-dessus. C'est qu'on a du mal à accepter qu'une femme prenne les risques que tu as pris, et sans ce film, dans ces situations-là, ce qui passe tout à fait pour un homme comme étant une preuve, une manifestation de son héroïsme et de son courage et de son engagement, devient tout d'un coup, quand c'est une femme qui le fait, du narcissisme. Donc ça laisse quand même un peu songeur, déjà. Et ensuite, je voulais dire autre chose. Comment j'ai filmé la guerre et tout ça. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi je veux bien parler de ça. Oui, alors parce que du coup, effectivement, merci des DVD Potemkin. De ne pas lâcher le fil. Donc, tu filmes des corps qui sont sujets à des violences, et du coup, j'imagine que là, pour le coup, tu as été extrêmement influencé par les corps et les questions de guerre, et notamment, tu as mis dans ta liste un film que personnellement je ne connais pas, mais sur lequel tu vas revenir, c'est La ligne rouge de Terrence Malick. La ligne rouge, en fait, c'est un film que je ne connaissais pas il y a genre encore 2-3 ans. Donc, c'est un ami, Alessandro Pignocchi, qui n'est pas présent ce soir, mais qui, je sais, est présent pas loin. En fait, après avoir vu des rushs que j'avais tournés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions, me dit il faut absolument que tu vois La ligne rouge de Terrence Malick. Et je regarde La ligne rouge de Terrence Malick, et effectivement, c'est aucune vantardise là-dedans, mais je filmais un peu comme lui, à savoir dans l'herbe. Voilà. C'est-à-dire que La ligne rouge, c'est un film qui se passe à peu près au ras du sol, je crois, la majorité du temps, avec donc les effusions de sang qui giclent, parce qu'on est en pleine guerre, évidemment, et les soldats qui s'écrasent devant la caméra, etc. Enfin, et en fait, oui, il y a un rapport à la guerre. C'est très bizarre, parce que moi, j'avais vraiment pas vu, je suis pas du tout... j'avais pas vu beaucoup de films de guerre, quoi, ça m'intéresse pas des masses. En revanche, quand j'ai vu La ligne rouge, j'ai compris quelque chose qui me touchait profondément, qui est en fait la manière de filmer. C'est-à-dire que comme c'est des soldats qui rampent au sol, la caméra est au sol. Et que naturellement, je pense que filmant des visages, ma caméra était au niveau de mon visage et des visages des gens, et filmant des corps, ma caméra était au niveau de mon ventre, de ma poitrine, c'est-à-dire que j'étais toujours en légère contre-plongée ou en... Je filmais toujours à niveau. J'ai jamais de plan par au-dessus, de plan voilà, Pour moi, les plans par au-dessus, c'est les plans des drones, des hélicoptères, donc des policiers, des médias. Et du coup, j'ai appris, je crois, surtout, mais pour des raisons techniques, enfin, pour des raisons physiques et de protection, à filmer par en bas, parce que je pense que les premières fois où j'ai filmé et où je devais à la fois filmer et me protéger d'éventuels projectiles, que ce soit des balais de lacrymo, des grenades, etc., c'était à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018. Et notamment, ce qui était super, c'est qu'on avait des arbres, enfin, c'est quand même plus... C'est vachement mieux la forêt pour se battre que le mobilier urbain. Et du coup, je me souviens que je me cachais souvent derrière des souches, des troncs d'arbres. J'avais ces premiers plans en permanence devant ma caméra. Et donc en fait, il y a une esthétique du cinéma de guerre qui est aussi technique et physique. C'est-à-dire pour pouvoir filmer, il faut se cacher. Donc on a toujours la barricade en premier plan, ou l'arbre, ou le poteau, je ne sais quoi, enfin, ou un gilet jaune plus vaillant que nous. Et voilà, et du coup il y avait cette façon donc, de filmer au ras du sol, aussi pour protéger les visages, enfin, en tout cas filmer avec des jeux de flou et de net, il y a beaucoup de flou dans le film, pour protéger les visages, parce que quand on filme en manifestation dans ces moments-là, on peut facilement se faire prendre des images par les policiers, ils en font ce qu'ils veulent, donc voilà, il y avait aussi cette question-là. Voilà, mais du coup, sur le courage, je pense qu'il y a aussi... moi, je suis très impressionnée par le cinéma de Herzog, évidemment, même si je pense qu'il est
enfin il est encore vivant je crois, il est complètement fou, mais voilà, je suis fascinée par son cinéma. Enfin, c'est quelqu'un qui va beaucoup trop loin, tout comme Cronenberg. Je pense que la question du débordement, de ce qui déborde, m'intéresse. Et dans mon film, il est beaucoup question de débordement en fait. C'est-à-dire que je filme avec un objectif 50 mm des visages qui, en pleine manifestation, marche, mouvement, qui s'approchent en permanence de moi, donc ils sont beaucoup trop près. Donc ils débordent tout le temps du cadre. La parole, enfin, ils n'arrêtent pas de parler. La voix off aussi, donc il y a un débordement de paroles, de visage, de corps, de blessures, voilà. Et pourquoi j'aime le débordement, je sais pas, parce que ça sort ça sort forcément du cadre et que c'est dans les marges, à mon avis, que voilà, qu'on trouve des formes de vérité et de justesse, je sais pas. Oui. En tout cas, sur la question du débordement, il y a aussi un truc, on en parlait, on en riait un petit peu tout à l'heure, mais il y a quelque chose, on s'est dit, qui relevait aussi peut-être de la dévoration, et il y a des... On est déjà là ? Non, mais je vais y revenir, parce que je m'adapte. Je m'adapte à tes propos. Et donc, il y a quelque chose qui relève un peu de la dévoration, et évidemment du désir, dans un film que tu aimes beaucoup aussi et qu'on a passé d'ailleurs à la serrure, qui est Les Petites Marguerites de Vera Chytilova. Et est-ce que voilà, tu peux nous parler du lien entre voilà, cette espèce de cette dévoration, le lien entre désir et dévoration peut-être, et cette manière de filmer les corps masculins? Sur les corps masculins, le corps masculin là. Ouais, sur... En fait, moi, ça m'a beaucoup manqué. Enfin, les corps masculins m'ont toujours beaucoup manqué au cinéma, au même titre que dans la littérature, parce que j'ai fait des lettres modernes. L'héroïne m'a beaucoup manqué. Et je pense tout simplement que c'est la question du point de vue féminin qui manque depuis des siècles. Et voilà, il y a des petites réparations qui sont commises depuis un siècle, 2 siècles. Enfin, on les ressort, on les exhume, etc. Mais c'est vraiment encore tellement minoritaire que du coup, dès qu'on a une héroïne, on s'y accroche, on la... Voilà, c'est tout de suite... Je pense que c'est un peu la même question. C'est-à-dire que moi, je ne sépare pas la représentation du corps masculin ou féminin, si c'est un regard lesbien, du point de vue féminin. Ou des minorités en général, tout comme la représentation des minorités en général. Enfin, je pense qu'il y a un manque énorme dans le cinéma mondial, et français en particulier, et que en tant que femme, je ne vois pas comment on ne peut pas s'intéresser à cette question de manière urgente. Et je pense que voilà, beaucoup de réalisatrices le font et prennent cette question à bras le corps. Mais du coup, ça pose plusieurs questions. Ça pose une question, qu'est-ce que c'est que filmer un désir féminin, sans parler d'essentialisation d'un désir, parce que là, il s'agit aussi d'un désir singulier, mais en gros, qu'est-ce que ça donne quand on change de point de vue? Et qu'est-ce qu'on met en œuvre de façon, je dirais même quasiment artistique et presque, moi je trouve pas le mot, artisanal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on travaille une singularité d'un regard, comment est-ce qu'on filme, qu'est-ce que c'est que filmer quand on est une femme, son désir d'un homme? Pour moi, en fait, il y avait la question de la caméra corps, c'est-à-dire que avec lui, en fait là on part trop dans tous les sens, du coup j'arrive pas à me concentrer. En gros, pour moi, avec Boum Boum, il y avait la découverte d'une subjectivité assumée, et qu'il fallait que j'assume après, d'ailleurs, une fois que le film était sorti. Qui est pas évidente du tout, enfin pour moi en tout cas, mais qui permettait, et c'est pour ça je reviens un peu là sur le narcissisme, le fait que je suis présente à l'écran ou pas. En fait, le fait de me rendre présente à l'écran, de la voix off, de garder ces moments de chaos et physique, la manière de filmer très près du corps, etc. Tout ça est
compose l'esthétique subjective en gros, et voilà, il compose un regard et un regard physique. Et pour revenir, enfin, Vera Chytilova, ouais, je sais pas, moi je parlerai pas de Vera Chytilova ici, moi je parlerai plutôt de Beau Travail de Claire Denis par exemple, donc qui fait partie aussi de ma sélection, ou de... Enfin, sur le corps désir, je dirais ça, effectivement, comme ça on en a pas mis beaucoup en fait là-dessus. Mais peut-être par rapport à ce que tu dis sur une volonté de singulariser un regard. J'ai peut-être pas compris la question. Non, tu as très bien répondu. T'inquiète pas. Ce que tu dis sur la singularité de ton regard, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour le coup, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que j'ai l'impression que ceux qui comprennent le mieux, celles et ceux qui comprennent le mieux ton film, enfin le mieux, je ne dis pas, mais le retour des personnes qui ont vécu le mouvement des Gilets jaunes est ultra positif parce qu'ils se reconnaissent. Et en fait, il me semble que quand on fait le choix de singulariser un regard, de partir d'une expérience singulière, on peut toucher parfois quelque chose de plus véridique, pas au sens de vérité unique, mais de quelque chose de plus, des prétentions objectives. Et c'est là où il y a un truc que je trouve particulièrement intéressant dans ton travail, et qui parfois peut-être pas compris, ou en tout cas dans une compréhension un peu hégémonique de ce que devrait être un film sur les Gilets jaunes, je dirais. Les personnes qui restent dans cette conception très hégémonique d'un documentaire sur les Gilets jaunes passent à côté de ça, et ceux qui ont vécu les événements, pas du tout. Eux comprennent tout de suite et ont l'impression d'avoir vécu ce que tu as vécu. Et donc il y a dans la singularité des expériences et dans ton choix de partir d'une singularité, d'une expérience singulière, quelque chose qui dit énormément en fait de ce qui s'est passé. Oui, en gros, moi le choix que j'ai fait, c'est je pense celui aussi de situer, de positionner mon corps et la caméra, et d'assumer que la caméra n'est pas un simple objet technique comme des journalistes ont essayé de nous le faire croire, mais il n'y arrive plus trop aujourd'hui. Qu'il n'y a évidemment pas d'objectivité, et que, en fait, mais même le cinéma direct, ou ce qu'on appelle, dans le cinéma documentaire, il y a une école qui est celle par exemple de Wiseman, où on pose la caméra et la vérité surgit, quoi. C'est-à-dire que pendant des heures, le réel défile et on a accès à la vérité. Et moi je suis très admirative de cinéma parce que j'en suis absolument incapable, peut-être que j'en serai capable un jour quand je serai vieille sûrement, c'est un peu un truc de sage, quoi, j'ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est que pour moi c'est un mensonge, c'est-à-dire que derrière une caméra il y a un homme, et d'ailleurs Wiseman il passe je sais pas combien de jours et de jours en montage, de nuit, à choisir la part de ces plans qu'il va montrer. Et en fait, je crois que j'avais envie d'affirmer à la fois que la caméra est un corps, qu'il y a un corps derrière cette caméra, et donc un regard, et que cette personne, c'est moi, et que du coup, de positionner mon corps à l'endroit des manifestations parmi d'autres corps, ça permet de... c'est un geste en soi politique, c'est-à-dire qu'on est situé... et engagé, voilà, physiquement dans un lieu parmi les autres, et il y a et ça c'est une prise de risque, c'est-à-dire que là où tu parlais de courage tout à l'heure, pour moi c'est pas forcément affronter les manifestations, il y a plein de gens qui sont assez en colère et qui ont la nécessité d'être dehors et de protester. Je pense que c'est pas du courage en fait à cet endroit-là, le courage il est plutôt dans la prise de risque, et la prise de risque, le mettre en jeu son corps, en fait. Pas seulement physiquement, mais aussi moralement, d'une certaine manière. Voilà. Alors, je sais plus où je voulais en venir, mais
Oui, c'est comment toi aussi, finalement, le risque, il est pas seulement d'avoir participé aux manifestations, c'est d'exposer un bout de ta vie, un bout de ce qui t'est arrivé, de ce que tu as pu ressentir. Vas-y. En fait, je retrouve toujours la fin de ma phrase quand tu commences l'autre question. En gros, c'est aussi, je pense que on m'a parlé d'impudeur dans ce film, et moi j'aime bien l'impudeur parce que je pense que c'est une manière assez politique justement de se donner, et généreuse au final, de donner un bout de son expérience pour la confronter à toutes les autres. C'est-à-dire que collectivement, ce qu'on appelle les retours d'expérience, en fait, on fait un retour d'expérience, voilà, moi ça s'est passé comme ça, et puis du coup les autres peuvent se reconnaître, c'est la question aussi du témoignage, etc. Et finalement je trouve que c'est une manière assez forte d'écrire aussi l'histoire, c'est-à-dire que pour continuer un peu sur ce truc d'objectivité, subjectivité, l'histoire des Gilets jaunes. Alors j'ai entendu à la radio une très mauvaise critique de mon film. J'ai eu plein de bonnes critiques, mais alors celle-là, elle était vraiment mauvaise. C'était, je sais plus comment il s'appelle, c'était sur France Inter, un gars, qui disait vraiment ce film, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, et puis c'est vraiment pas le film de référence sur les Gilets jaunes. Un peuple, c'est le film de référence sur les Gilets jaunes. Donc le mec qui était jamais allé, je pense vraiment, il a jamais mis un orteil de sa vie en manif, décrétait que un film de Gilets jaunes, donc Un peuple par exemple, au hasard c'était celui-là, était le film de référence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un film de référence, premièrement? Je lui pose la question, s'il peut m'entendre. Deuxièmement, les Gilets jaunes, c'était quoi? C'était hier en fait. Donc d'où ce monsieur est capable de dire quel est le film de référence sur les Gilets jaunes, alors même que l'histoire est en cours, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas encore écrite. Et troisièmement, pour moi, le film de référence des Gilets jaunes, c'est tous les films sur les Gilets jaunes. Enfin, c'est tous les films qui ont participé à écrire cette histoire, en fait. Et il n'y a pas... moi, j'avoue que pour moi, ce monsieur, il est vraiment, dans tout son discours, très, 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 très loin dans la préhistoire. Enfin, il y a un truc qui m'échappe dans ce genre de propos. Et donc, du coup, pour finir... l'idée de assumer une singularité au cœur d'une histoire en train de se passer, l'histoire avec un grand H en train de se passer ou en train d'advenir, c'est une manière de remettre la multiplicité des histoires, des petits récits à l'intérieur de la grande histoire, soi-disant, et qui en fait, à mon avis, est constituée de ces récits et de ces histoires, et c'est souvent le rôle des femmes. Et là, je laisse les féministes et les historiennes reprendre là-dessus, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme constat. Ouais, non, mais moi je peux que être d'accord avec toi aussi. C'est toute la. Bon, c'est pas le lieu, mais c'est effectivement la question de la micro-histoire et que là, il n'y a pas de grande histoire, mais que des petites histoires, et que c'est à partir de ces petites histoires qu'on peut saisir et comprendre l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire. Comme l'histoire du colonialisme, à l'école, on apprend. Ça c'est clairement un autre exemple. C'est aussi la question des récits, ce que je disais tout à l'heure sur la question des récits hégémoniques, c'est-à-dire quel récit on va retenir comme étant, c'est ça sans doute qu'il devait exprimer, comme étant le film de référence, c'est quel récit hégémonique on va revenir sur l'histoire des Gilets jaunes. Et on ne veut pas d'autres explications, on ne veut pas d'autres interprétations, d'autres compréhensions du phénomène parce que c'est gênant. Oui, ça rassure aussi d'avoir une histoire avec les méchants, les gentils, et puis voilà. Et alors on approche de la fin de notre discussion, mais de l'ouverture de la discussion avec vous. Donc il y a peut-être, on a peut-être oublié quelques films. Est-ce que tu veux revenir par exemple sur Taxi Driver, dont on n'a pas parlé, qui est aussi un film de référence sur la voix des sans-voix, par exemple sur la place de la colère, mais bon, ça on a un peu évoqué. Ou est-ce que tu préfères qu'on ouvre la discussion maintenant? En gros, il y a La Ciénaga aussi de Lucretia Martel que j'adore, qui est un film sur la folie, justement, sur que moi qui m'a laissé un souvenir, et on parlait du souvenir des films tout à l'heure, et je trouve que c'est assez beau. C'est quoi la définition de Vitic? Je sais plus si c'est Vitic, mais je pense que j'ai confondu, mais parce que Laurie avait peur de dire des choses inexactes sur ses souvenirs de ces films, mais j'ai dit que peu importe, ce qui était important c'était le souvenir, et le souvenir c'est pas l'exactitude d'un fait, c'est ce qu'il en reste en fait, ce qui reste de quelque chose.
Pour moi, voilà, La Ciénaga, c'est un film sur la folie. Et dans les films de Lucrecia Martel, en tout cas dans ses premiers films, il y a toujours une part très grande de documentaire, une part aux enfants, au hasard. Enfin, on sent, je ne sais pas exactement comment elle travaille, je ne me suis pas beaucoup renseignée sur son travail alors que je l'adore, mais peut-être c'est aussi pour, je sais pas, l'aimer plus, quoi. J'ai pas forcément envie de décortiquer toute la façon de travailler de chaque réalisatrice que j'aime. Mais pour moi, dedans, il y a vraiment il y a tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire à la fois la maîtrise de la mise en scène, à l'intérieur et à l'intérieur de ça, une grande place laissée, j'ai l'impression, en tout cas, au hasard, à l'enfance, aux accidents, à la folie, au dérèglement, au débordement, etc. Voilà. Et donc, c'est une cinéaste que j'adore. Je sais pas en quoi elle m'influence, en tout cas, dans mon souvenir, il y a beaucoup de corps, et notamment de blessures, de morts. Enfin, il s'agit de quelque chose de très charnel aussi. Merci beaucoup, Laurie. Je sais pas, France, est-ce qu'on n'a pas passé la séquence du film? Est-ce qu'on passe à la discussion? Est-ce que vous avez des questions, les personnes et après, Taxi Driver, on a pris du retard, c'est ça? Après, si on a encore un peu de temps, on peut passer la première seconde du film. Ok, merci. Mais sur Taxi Driver, je voulais dire un truc. Non, allez-y. Tu pourras parler de Taxi Driver dans la réponse. Pour revenir sur le contenu que vous avez détaillé, moi je n'ai pas vu ça comme ça, j'ai vu comme ça comme quelque chose de très, très novateur, un peu comme une nouvelle vague, vraiment, c'est incroyable. Vous prenez des tas de références, en fait, c'est votre film, je trouve. Et puis, d'autre part, je voudrais savoir si ça a été traduit en allemand, en anglais, est-ce qu'il y a une diffusion? Je dis pas ça par hasard. Ouais. Alors, on a traduit. Alors, le traducteur du film est ici présent. C'est David Pickering, qui est aussi un ami de longue date. Voilà, je suis très heureuse d'avoir, enfin, qu'il ait pu. En fait, c'est pas le traducteur. Il y a plein de traductrices et traducteurs. Et David a vérifié la dernière traduction. Bref, tout ça pour dire que le film a été traduit en anglais seulement pour l'instant. Là, en fait, il commence un peu son voyage à l'international. Moi, j'avais assez hâte et j'étais assez curieuse des réactions à l'étranger. Je sais que là, pour l'instant, il va partir en République tchèque et moi avec, à Jihlava. Je suis désolée, j'ai un trou. Je confonds les deux. Il y a aussi, en fait, c'est pas mal à l'est, République tchèque, à Budapest et à Tübingen pour l'instant, et j'espère en Italie, peut-être, etc. Mais c'est tout, on n'a pas encore traduit en allemand. Mais après ça, je pense qu'il faut voir avec la distribution et le vendeur international, ça doit pouvoir se faire de manière... En fait, je pense qu'il y a des attentes, c'est-à-dire que personne ne comprend le mouvement des Gilets jaunes, nous, on justifie bien, on retire l'idée que voilà, la politique c'est plus un menu, c'est à la carte, des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Ça, c'est la seule à le faire. Que c'est plus un menu, c'est un cadre? Non, j'ai pas compris. La carte. C'est-à-dire que j'aime ça, ah oui. Je déteste les éoliennes, mais j'aime le partage, j'aime la transaction, j'aime la recherche. Voilà. C'est dans la carte, c'est bon, plus de menu. Oui, voilà, c'est la mort des politiciens, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'est flagrant dans le film. Des programmes politiques. D'autre part, je pense que votre film aura énormément de succès à l'étranger, pas en France. Et ben en France, effectivement, après en France... non, en France, c'est honnêtement... Écoutez, il y a eu une sortie... moi je suis plutôt contente de la sortie parce que c'est un film qui est complètement sauvage à la base. Finalement, on a très peu parlé du film. Parce que je pense que moi, ça me... et Mélanie aussi, je pense que ça nous faisait hyper plaisir de parler de cinéma et de sortir un petit peu... moi j'ai beaucoup parlé politique, lutte et de mon film par ailleurs dans d'autres interviews, voilà, si jamais ça vous manque, vous pouvez aller lire et tout ça. Mais en fait, c'est un film qui a été fait de manière complètement sauvage, avec une caméra et un micro prêté, etc. Donc sans production au départ. Donc si vous voulez, en gros, pour moi, c'était déjà un miracle qu'il sorte au cinéma. Et ensuite, du coup, je suis très reconnaissante envers JHR qui a sorti le film et qui s'est quand même pas mal battu, et un DVD, ce que je trouve chouette parce que ça fait quand même un objet.
Et du coup, il y a eu, je crois que c'est pour un documentaire de cet ordre-là, finalement assez correct le nombre d'entrées. Mais c'est aussi, Enfin, correct. peut-être dire un mot parce que là aussi j'ai vécu le processus sur la façon aussi les sélections, les gens qui sélectionnent dans les salles. En France, c'est ultra genré. Les exploitants, le documentaire ou la fiction, si c'est un peu entre les deux, c'est compliqué, quoi. Oui, voilà, bon. En plus, mon film, effectivement, a cette dimension un peu hybride qui fait que pour les exploitants, c'était très compliqué, quoi. C'était pas un film assez gilet jaune. Enfin, assez sociologique. Voilà. C'était pas... Et je pense que c'est pour ça que, d'ailleurs, ce présentateur radio s'est permis ce commentaire sur la légitimité... Voilà, qui n'est pas sociologue, sur la légitimité. Mais je me souviens plus de son nom, je l'ai refoulé, je crois. Tant mieux. Mais je vais le retrouver si vous voulez. Non, mais puis je vais pas le nommer comme ça, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, comment dire, je pense aussi que quand on fait un film politique, on a besoin que ce soit, enfin en tout cas, on a l'habitude que ce soit sociologique, qu'il y ait une part de... que pour faire histoire, il faut des portraits sociologiques, qu'on cadre bien les gens, on comprenne bien qui ils sont, on les met dans les petites cases, etc. Bon, j'exagère un tout petit peu. Mais comme mon film prend le parti de poser une question qui est de l'ordre du sentiment, du ressenti, à savoir d'où vient votre colère, parce que moi, donc Chris Marker, c'est d'où vient le bonheur, non, c'est quoi le bonheur pour vous, je crois, dans le joli mail, on n'en a pas parlé, mais bon, évidemment, c'est une des références, à tout documentariste qui se respecte, ainsi que Chronique d'un été dans le même genre. Mais du coup, moi, ma question, c'était d'où vient votre colère, et je pense que ça a du coup déjoué un peu le côté portrait sociologique, et ça a donné une dimension... moi, ce qui m'intéressait, c'est la colère des gens, en fait, et la singularité de chaque colère, et de comment elles peuvent se relier entre elles, ou se contredire. Et finalement, ce que j'ai trouvé aussi incroyable chez les Gilets jaunes, et je pense que c'était une intuition qui n'était pas complètement à côté, c'est que moi-même étant en colère, je pouvais ressentir la colère de chacun. Enfin, je ne dis pas que je pouvais ressentir la colère de chacun, mais en tout cas, ça m'intéressait, quoi. J'avais envie de comprendre et de dialoguer avec cette colère et surtout de comprendre pourquoi c'est plus les politiciens, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de... finalement tout ça c'est dehors, et donc qu'est-ce qui reste une fois qu'on n'a plus de programme politique, enfin qu'on ne veut plus de tous les mensonges des politiciens, qu'est-ce qui reste? Il reste la colère, il reste la rage, il reste aussi le désir, l'envie de tout changer, etc. Et au final pour moi, c'était aussi évidemment plus qu'une intuition, mais un constat, ou en tout cas disons une intuition, que il n'y a pas de révolution sans amour, sans amitié très puissante et sans rage, quoi, et sans colère. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Peut-être un mot pour appuyer. Non, est-ce que je voudrais réagir à ce que tu dis? Toi, tu peux partir, mais tu peux partir. Non. Je vais partir après. Non, c'est pas ça. Non, c'est que je voulais prendre la parole pour réagir à ce que tu dis sur les portraits sociologiques, parce que je trouve intéressant. Aussi, parce que c'est pour le coup, moi, c'est ma paroisse, quoi. Donc, ce que les gens imaginent être un portrait sociologique, en fait. Donc, quand l'argumentaire, c'est pas assez sociologique, c'est toujours des gens qui sont pas sociologues, en fait, qui s'imaginent ce que c'est que la sociologie, et qui s'imaginent que pour être sociologue, il faut une forme d'exhaustivité. Donc, dès qu'on entend exhaustivité, on sait déjà que les gens ne sont pas du tout dans la partie, quoi. Mais pour ça que moi, la tendance en plus dans les sciences humaines, d'aller chercher en fait une singularité de trajectoire, de ne pas s'intéresser à une forme d'objectivité, mais d'aller chercher les transformations sociales dans des subjectivités singulières. Et pour ça, tu es complètement dans une tendance sociologique, je peux te le confirmer. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gilets jaunes eux-mêmes déjouaient les tentatives d'analyse des sociologues ou des journalistes en général. Et moi, c'est aussi ça que j'ai trouvé passionnant dans ce mouvement, c'est que finalement c'était d'un seul coup les journalistes ou les parisiens pour la plupart découvraient qui étaient les Français, quoi. Il y avait un peu ce truc de ah mais en fait c'est ça la France. Et voilà, bon, j'ai trouvé ça assez,
à la fois parce qu'il y avait quand même une forme, enfin là je le dis en rigolant et en souriant, mais en réalité il y avait une forme de mépris assez profonde qui est là depuis des lustres en fait, envers le peuple en général, qui est toujours là. Et c'est évidemment ça qu'en tant que cinéaste on essaye de, enfin en général on essaye de contrer et de, voilà, aller un peu plus loin que ça. Oui, Franck, le petit au bout de la classe. Est-ce que tu as pu le montrer à la plupart des personnes qu'on voit dans le film ou pas, et quelle a été leur réaction, si tu as pu le faire? Ouais. Oui, quasiment, alors pas tout le monde, parce qu'il y a énormément de personnes, mais en tout cas la plupart des gens, les personnes qui parlent principalement et qui se sont adressées à la caméra, etc., oui. Il y a quelques personnes que j'ai toujours pas retrouvées, mais qui j'espère surgiront un jour. Il y a des personnes avec qui j'ai lié une amitié très forte, comme Vanessa Longar par exemple, Ramata Dieng et sa sœur Fatou Dieng, en fait qui font partie des collectifs, donc Les Mutilés pour l'exemple, et Justice et Vérité pour la Mine Dieng, réseau Justice et Vérité, etc. Et qui m'ont suivi, et qui ont participé à des débats, qui sont venus témoigner de l'après. Et en fait, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on n'a pas beaucoup parlé finalement des blessures, à part d'un point de vue charnel ou physique, mais les conséquences, une fois qu'on a les conséquences des violences et des blessures, on a les conséquences des blessures après. Et Vanessa, par exemple, c'est une des personnes, c'est, je crois, la gilet jaune la plus blessée en termes de... Il calcule le pourcentage des conséquences de tes blessures et elle est au maximum. En fait, c'est la première femme qu'on voit à terre, la première scène de blessée. On la voit pas très bien, elle est entourée de personnes et tout. Et en gros, elle a été touchée... son crâne, c'est... Alors là, je vais... âme sensible, s'abstenir. Le flashball a traversé son crâne, quoi. C'est-à-dire que ça a déformé comme une coquille d'œuf son crâne. Donc elle a une névrose au cerveau. Une nécrose, pardon. Bonjour. Une nécrose au cerveau, qui produit d'ailleurs beaucoup de névrose. Et donc, une nécrose, c'est littéralement un trou dans le cerveau. Elle a perdu l'usage de la vision et la parole, elle a dû en fait elle doit comment on dit quand on s'entraîne, quoi, faire de la rééducation du cerveau régulièrement pour ne pas perdre l'usage de la parole et de la mémoire. Et en fait Vanessa c'est une femme qui est incroyable. Quand on la voit, je sais pas comment dire, c'est un tourbillon, quoi. C'est une énergie folle et tout. Et je sais, moi je me pose toujours la question je pense qu'elle était comme ça avant, elle avait cette énergie de base, mais je pense aussi que étant blessée de cette manière-là et traumatisée, en gros sa vie elle est complètement bouleversée, on n'a pas le choix en fait. Dans ces cas-là, je pense que tu es obligé d'être dans une forme de survie de folle, quoi. Parce que c'est assez dingue. Et puis après évidemment elle n'a pas eu de... C'est-à-dire que les policiers n'ont pas été punis, bon ça c'est quand même important de le dire, aucun policier quasiment n'a été puni dans les blessures des gilets jaunes et par ailleurs en général. La famille Dieng, son histoire elle est intéressante parce que eux ça fait 15 ans, un peu moins je crois, qu'ils ont commencé le combat pour la vérité et justice pour la Mine Dieng. Et en fait, qui est lui mort sous les violences policières. En fait, c'était des prises, ils étaient 12 sur lui, etc. Et en gros, ils ont, après tous les recours possibles en France, c'est-à-dire que le pénal, l'administratif, il n'y a rien qui marche, pas de preuves, les policiers s'en sortent, voilà, pas de justice. Le dernier recours, c'est la Cour européenne. Et donc, recours à la Cour européenne, ça veut dire que la Cour européenne oblige la France, en tant que pays, à soit faire un procès, c'est-à-dire accepter le procès avec la famille, soit les payer, les dédommager, quoi. Et en fait, ils choisissent de payer. Parce qu'un procès, ça signifie accepter,
c'est la preuve que des violences ont été faites. Et donc, ils préfèrent payer plutôt que voilà, qu'être jugés. Donc ça, je trouve que c'est assez, symboliquement, leur combat, en fait, c'est eux qui sont allés le plus loin, parce que c'est le plus vieux combat, en tout cas, dans ces familles dont quelqu'un a été mort sous les coups de la police, et il est assez fou, quoi. Pourquoi on parle ? Parce que... Ah oui, pardon, c'était la première question. Non mais oui, après, les gens ont vu le film. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé assez effectivement intéressant, c'est que, à ma grande surprise, c'est plutôt des... Enfin, les Gilets jaunes ont été hyper touchés par le film. Et en gros, il y a une personne qui m'a dit c'est pas un film sur nous, c'est un film de nous. Voilà, et ça m'a vachement touchée. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire. Bravo Laurie, merci. Merci. Laurie va dédicacer pour ceux qui veulent le DVD, vous pouvez l'acheter à la caisse et Laurie va le dédicacer. Elle dessine très bien en plus. Ça va faire des dessins. C'est un super travail éditorial de CHR et on propose de boire un coup ici, il y a un petit peu à manger, donc voilà. Et juste en bonus du DVD, il y a le clip d'un grand ami qui s'appelle Théo Cholby qui jouait dans mon premier film Les fleuves ont laissé descendre où je voulais, donc un peu la boucle est bouclée, et c'est un clip qu'on a co-réalisé ensemble pour son groupe celui-là, et voilà. Du coup, je trouve ça... Et c'est avec des images non utilisées, des rushs que j'avais tournées pendant les Gilets jaunes, qu'on a fait le film ensemble. Voilà. Merci à vous.